Bonjour. Alors dans l'épisode précédent, nous avons fait un petit rappel sur les variables publiques et constantes publiques utilisées et nous avons pris connaissance des 14 étapes qui nous permettront d'ajouter un TCD à notre reporting. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons définir nos variables locales de procédure, nous allons faire un petit rappel théorique sur comment s'articule un TCD et puis nous étudierons comment ajouter un TCD à un reporting et comment lier ce nouveau TCD au segment ou slicer existant. Alors c'est une formation un petit peu longue et pour conserver cet esprit de micro-learning, eh bien j'ai volontairement scindé cette formation en 4 épisodes afin qu'il vous soit facile de revenir sur chaque étape de la programmation d'un tableau croisé dynamique. Dans chaque épisode de cette formation, eh bien, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger et puis le lien vers là où les vidéos précédentes. Alors si vous appréciez le contenu, bien abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, bien, si vous souhaitez par un don soutenir la chaîne, bien, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. Donc vous pourrez télécharger le support de formation, vous avez le lien dans la description qui s'appelle donc formation-tcd-8.zip avec à l'intérieur un fichier Excel qui s'appelle add connected pivotable-3.xlsm. Alors, je le redis, il est important de taper du code, cela permet d'acquérir des automatismes et puis de comprendre plein de petites choses qui ne sont pas forcément dites dans mes commentaires. Et nous allons donc partir de ce fichier qui s'appelle add connected pivotable-3.xlsm. Donc revenons dans notre module MD02 add connected pivotable que l'on vient de créer et puis positionnons-nous dans notre procédure add connected pivotable _1. Pour commencer donc à programmer avec méthode l'ajout d'un tableau croisé dynamique paramétré. Ce deuxième TCD sera connecté à des segments ou slicers existants. Ce qui est important, c'est que les deux TCD soient liés avec la même table de données. Alors, sub pivotable 1. Donc la première étape, ça va être la définition des variables locales de procédure. Donc on va faire un dim wb as workbook, une variable objet workbook qui sera notre classeur en cours. On va faire un dim ws as worksheet, une variable objet worksheet qui sera notre feuille source, donc la variable sheet from. Dim wst as worksheet, une variable objet worksheet, donc pour notre feuille de destination qui sera notre variable sheet2. Dim post as integer, une variable de type integer correspondante à la position de nos pivot fields en orientation data field dans notre TCD. Et puis on va faire un dim pf as pivot field, une variable objet pivot field qui nous permettra bien de manipuler nos objets donc pivot field, qui sera très pratique. Et puis on va faire un set donc wb égale active workbook, on va attribuer notre classeur ouvert à notre variable objet workbook qui s'appelle donc WB. Donc l'étape 2, chargement des variables publiques. Alors il ne sera pas nécessaire de charger la variable sheetFrom, la feuille data, puisqu'elle est chargée dans la procédure du premier TCD. Il ne sera pas non plus nécessaire de charger la variable sheet2 tabdin, puisqu'elle est également chargée dans la procédure du premier TCD. Et puis, il ne sera pas non plus nécessaire de charger la variable dintab tcd1, donc le nom donné au premier TCD, car une petite fonction x1c se chargera d'indicer le deuxième TCD. Chart2 égale chartdin2, enfin chartdin2. La variable publique chart2 est égale au nom de la feuille chart qui contiendra le graphique, lorsque nous programmerons un graphique dynamique dans une feuille graphique qui est un objet chart. Mais nous verrons cela, donc, je vous ai dit, dans une prochaine vidéo. Il ne sera pas nécessaire de charger la variable rangefrom égale tab, entre guillemets. Nous utiliserons la même table de données. Range2 égale, alors là on va changer, on va mettre L7. La variable publique range2 sera le champ de destination du TCD. Dans cet exemple, eh bien, nous placerons notre TCD à droite du premier avec pour origine la cellule L7. Étape 3. Ajouter un TCD. Alors nous allons utiliser une nouvelle fonction x1c qui s'appelle x1c add tcd petit n. Alors petit n voulant dire énième TCD ajouté au reporting,
donc qui va nous permettre d'ajouter un tableau croisé dynamique vierge à notre reporting. Alors la fonction, ça sera x1c add tcdn. Premier argument WST as worksheet, c'est la feuille de destination, donc la feuille tabdin que nous avons créée dans l'étape 4 de la procédure sub pivot table 1. Et puis le deuxième argument, 2, c'est le tcd index as integer, ça sera l'indice du nème tcd. On utilisera 2 pour notre deuxième tcd, 3 pour le troisième et ainsi de suite. Alors, comme dans la procédure de notre premier TCD, étape 9, nous allons afficher sous forme de tableau et en commentaire le nom de chaque pivot afin de simplifier la programmation du TCD. Alors, vous allez copier de la procédure du premier TCD, étape 9, le tableau de commentaires des indices et noms de pivots et coller ce tableau dans votre procédure à l'étape 3. Et nous utiliserons donc les indices de pivot fiel pour programmer notre second TCD. Notre tableau de données source est situé dans notre feuille nommée data, dont nous avons chargé la propriété name dans une variable publique string qui s'appelle sheetFrom. Nous avons attribué cet objet feuille de travail à une variable objet worksheet que nous avons appelée WSF. Nous avons en colonne des champs de données. En langage VBA, ce sont les pivot fields. Et nous avons chargé les noms de ces champs dans notre variable multiple, qui est une variable tableau, à l'aide de la fonction x1c getPiv. Notre feuille de destination, qui est également une variable publique, sheet2, qui, par convention, aura toujours comme nom tabdin, contiendra, à l'aide de la fonction x1c add tcd, notre tcd, qui aura pour nom tcd1. Dans le cas de l'ajout d'un nouveau TCD, eh bien, on utilisera la fonction x1c add tcdn qui va indicer notre TCD qui s'appellera plus TCD1 mais TCD2, TCD3 et ainsi de suite au fur et à mesure que l'on ajoutera des TCD dans notre feuille sheet2 qui s'appelle donc tabdin. Et puis nous avons chargé le nom de notre TCD dans la variable dintab. Dans ce TCD, nous pouvons orienter des analyses en ligne que l'on appelle orientation row fields, en colonne, que l'on appelle orientation column fields, ou en filtre, que l'on appelle orientation page fields. Les éléments de ces champs d'analyse s'appellent les pivot items. Les valeurs de ces champs auront plusieurs propriétés. La première, ça sera une orientation. Donc pour les champs de valeurs, ça sera une orientation data fields, auquel on appliquera une fonction mathématique ou une fonction statistique du style somme, moyenne, compte, min, max, etc. Un format des nombres, alors que ce soit un format monétaire ou un format avec séparateur de milliers, comme nous avons vu, ou bien tout simplement un format avec décimale ou un entier. Et puis, pour finir, une position dans le TCD. En langage non paramétré, une analyse en ligne du champ product line pour la somme des volumes vendus s'écrirait ainsi. On écrirait worksheets data dans la collection des feuilles de notre classeur, celle qui s'appelle data. .pivotables tcd1. Dans la collection des pivotables de notre feuille data, eh bien, le pivotable qui s'appelle tcd1. .pivotfields product line. Dans la collection des pivotfields de notre tcd qui s'appelle tcd1, eh bien, le pivotfield qui s'appelle product line, auquel on va donner une orientation égale xl rowfield pour faire une analyse en ligne. Et ensuite, on va faire worksheetdata.pivotables.tcd1.pivotfields, donc un champ de valeur, volume, que l'on va orienter en XL datafield. Ensuite, worksheetdata.pivotabletcd1.pivotfieldsVolume, donc toujours le même champ de valeur, point fonction, et on appliquera une fonction, dans notre cas présent, une somme. worksheetsdata.pivotabletcd1.pivotfieldsVolume.numberFormat, eh bien, on donnera un format à au résultat de notre fonction sum. worksheetsdata.pivotabletcd1.pivotfieldsVolume.position, et on donnera une position dans notre TCD. La méthode XL1Click va consister à simplifier tout ça à l'aide de petites fonctions x1c. Étape 5. Mise en forme du TCD, orientation, row field, column field et page fields. Nous allons réaliser un tableau croisé dynamique comme celui-ci. Nous aurons en ligne, en row field, les lignes d'assemblage product line et puis les clients par product line que l'on pourra développer en cliquant sur la petite croix à gauche de la product line. Nous ne ferons pas d'analyse en column fields,
Mais nous ferons une analyse par mois en filtre dans l'orientation page field. Ensuite, pour chaque product line et chaque client de ces product lines, nous analyserons les données en orientation data field, le volume ou quantité, le weight volume ou poids total. Les trois petites fonctions que nous avons vues dans la formation précédente vont nous permettre de placer l'orientation des pivots en ligne, en colonne ou en page très simplement et très rapidement. La première de ces petites fonctions, c'est la fonction x1c tcd row field, qui va nous permettre d'analyser nos pivot fields en ligne. Alors je rappelle, le premier argument, c'est la feuille de travail, WST, notre feuille de reporting. Le deuxième argument, c'est le pivot principal que l'on va analyser, qui sera le piv 10, donc la product line. Et puis après, on a un troisième argument optionnel, qui sera le pivot secondaire. On prendra le piv 3 pour les customers, et puis on pourra aller comme ça jusqu'à 5 pivots en option. La fonction x1c tcd colon fields, eh bien, on la laissera en commentaire puisqu'on ne fera pas d'analyse en colonne. Et puis la fonction x1c td page fields, eh bien, premier argument WST, donc notre feuille de travail, notre feuille de reporting, notre feuille tabdin, donc la variable WST. Et puis comme pivot principal, eh bien, ça sera le piv 2, ça sera pour faire une analyse mensuelle. Alors, si vous souhaitez tester votre procédure, eh bien, n'oubliez pas de lancer dans un premier temps votre procédure pivot table 1 afin de pouvoir ajouter un TCD à votre feuille tabdin, qui est donc votre reporting. Étape 6, donc donner un titre aux colonnes hiérarchiques du TCD. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Excel donne un nom par défaut du style étiquette de ligne ou étiquette de colonne qui ne veut pas dire grand-chose, alors nous personnaliserons ces titres en fonction de l'analyse que l'on souhaite effectuer. Pour l'orientation row field, donc la commande c'est le nom de la feuille, ça va être wst.pivotables, entre parenthèses d'intab, le nom de notre tableau croisé dynamique, .compact layout row header, donc égal, bien on mettra le piv 10, donc le titre du pivot principal en ligne. Si on avait une orientation en column fields, on prendrait la commande c'est compact layout colon header, tout logiquement. Et puis on choisirait donc un numéro de pivot pour une analyse en colonne. Bon, n'ayant pas d'analyse en colonne, eh bien nous laisserons cette ligne en commentaire. Étape 7, insertion des données croisées pivot field. Donc, ça sera des orientations data field. Pos égale pos plus 1, ça ne change rien, incrémentation de la position du pivot field. Et with wst.pivotable d'intable pivot field, on prendra le piv 4, ça sera l'insertion des données du pivot. Ça sera de l'orientation XL data field, donc insérer les données dans le champ data du TCD. La fonction, bien, on prendra une fonction XLSum, ce sera l'utilisation de la fonction de la somme. Alors, je rappelais un petit peu les options mathématiques que l'on a au niveau des TCD. Donc, XLSum, c'est la somme des valeurs. Il s'agit de la fonction par défaut pour les valeurs numériques. XLCount, c'est le nombre des valeurs. La fonction de synthèse NB revient à utiliser la fonction de feuille de calcul qui s'appelle NBval. Bon, il s'agit de la fonction par défaut pour les valeurs autres que les nombres. Ensuite, on a XLAverage, c'est la moyenne, donc la moyenne des valeurs. XLmin, c'est la valeur la moins élevée. XLmax, c'est la valeur la plus élevée. XLProduct, c'est le produit des valeurs. XLCountNumbers, avec une valeur, c'est le nombre de valeurs correspondant à des nombres. La fonction de synthèse NB revient à utiliser la fonction de la feuille de calcul NB. XLSTDDF, c'est l'écart type, l'estimation de l'écart type d'une population pour laquelle l'échantillon correspond à un sous-ensemble de la population entière, un sample comme on dit. Ensuite, XLSTDDFP, c'est l'écart type. Alors, c'est l'écart type d'une population qui constitue la totalité des valeurs à synthétiser. XLVAR, c'est l'estimation de la variance d'une population pour laquelle l'échantillon correspond à un sous-ensemble de la population entière, donc c'est la variance d'un échantillon. XLVAR-P, c'est la variance d'une population qui constitue la totalité des valeurs à synthétiser, donc c'est la variance d'une population de données et non pas d'un échantillon. XL distinct compte, bien c'est le nombre distinct, nombre de valeurs uniques
Cette fonction de synthèse fonctionne uniquement lorsque vous utilisez le modèle de données dans Excel. Alors, point number format, ensuite, thousand format, on prendra le format de données avec séparateur de milliers, dont les valeurs négatives seront en rouge. Le point caption, je vous rappelle qu'on ne peut pas utiliser le nom du pivot, on est obligé d'avoir un nom différent. Donc, pour faire cela, eh bien, on met un espace qu'on va concaténer avec le nom du pivot. Et puis, la position, eh bien, ce sera post, c'est la variable qu'on a calculée au-dessus quand on a fait post égale post plus 1. Voilà, et puis on aura le n-width pour la fin du bloc width. Alors toujours dans l'étape 7, ajout d'un autre pivot field en utilisant le format avec séparateur de milliers à l'aide de la constante publique qui s'appelle thousand format, qu'on a défini dans le module MD99. Cela évitera de se souvenir du code associé donc, au format complexe. Donc post égale post plus 1, on va incrémenter la position de notre pivot field en orientation data field. Et on va faire with wst pivot table d'intable.pivot field, on prendra le piv 15, le piv 15 qui est le weight volume, donc le poids total. On sera en orientation data field, on utilisera la fonction XLSUM. Le number format, bien, on utilisera notre constante string qui s'appelle thousand format. Le point caption, bien, ça sera espace et puis piv 15. Et puis ensuite, on aura bien la position, ça sera égal à post, donc on aura à calculer un petit peu plus haut. Et puis notre n-width pour fermer notre bloc. Étape 9. Sélectionner, désélectionner des pivot items. Alors un pivot field en orientation row field, column field ou page field est composé de pivot items. Dans notre exemple, le pivot field product line est composé des pivot items qui sont PL1, PL2, PL3 jusqu'à PL8, qui sont donc nos product lines. Il arrive parfois que dans un reporting standard, on souhaite n'afficher qu'un seul pivot item pour le mettre en évidence, ou bien que l'on souhaite cacher un pivot item pour le soustraire à notre analyse. La fonction x1c pivitemSelect utilise 3 arguments. Le premier argument bien, est le pivot field en orientation, qui peut être donc orienté row field, column field ou page field. Le deuxième argument, c'est le pivot item, c'est une chaîne de caractères qui n'est pas paramétrée malheureusement. Et dans cet exemple, bien, par exemple, ce serait la product line PL1. Donc entre guillemets, c'est une chaîne de caractères. Le troisième argument booléen, s'il est false, bien, le pivot item sera caché. Et puis s'il est true, bien, tous les autres pivot items seront cachés. Et uniquement celui-ci ne sera pas caché. Donc l'étape 9, cacher, montrer des pivot items. Donc true, c'est montrer, false, c'est cacher. X1c pivitemSelect, piv10, donc nos product lines. Dans nos product lines, bien, celui qui s'appelle PL1, donc entre guillemets, c'est une chaîne de caractères. Et si on met false, eh bien, on va le cacher. Donc l'argument 1, je rappelle, donc c'est le pivnum. L'argument 2, c'est le caption du pivot item à montrer ou à cacher. Et puis l'argument 3, true pour montrer et false pour cacher. Voilà. Mais bon, on pourra placer tout ce bloc en commentaire. Étape 10. Alors, la mise en page. Mise en page avec la fonction pivLayout ou mise en forme des pivot fields dont le premier argument, l'argument 1, c'est déployer ou non le détail des pivots items du TCD. L'argument 2, c'est afficher un pivot en orientation row field par colonne. Puis l'argument 3, c'est dupliquer les labels d'un pivot field en orientation row field. Donc la fonction, c'est x1c pivLayout. Premier argument, eh bien, donc, ça sera déployer ou non le détail des pivots items du TCD. Le deuxième argument, je répète, afficher un pivot en orientation row field par colonne. Et puis le troisième argument, bien, dupliquer les labels d'un pivot field en orientation row field. Ensuite, travailler la mise en page, bien, on pourra placer en commentaire les options suivantes, puisque nous l'avons déjà fait dans la procédure pivot table 1, quand nous avons créé notre premier TCD, qui était le TCD1. Donc with active window, donc un bloc with and with, point display grid line égale false et supprimer la grille, point display 0 égale false et ne pas afficher 0, donc le and with. Et puis ensuite, cells.entirecolonne.autofit, bien c'est ajuster la largeur des colonnes. Et puis cells.horizontal alignment égale xlf, bien c'est ajuster la justification des labels de données vers la gauche. Bon, mais ça, nous l'avons fait, je le répète, dans la procédure qui s'appelle pivot table 1.
Donc on peut placer toute cette partie du code en commentaire. Étape 11. Nous avons déclaré en début de procédure une variable PF comme étant une variable objet pivot field. Alors pour supprimer les sous-totaux, nous allons faire une boucle sur chaque pivot field. Et si le pivot field en scrutation se trouve en orientation row field, eh bien nous n'afficherons pas les sous-totaux. Donc for each pf in wst.pivotables.dintab.pivotfields, donc pour chaque pivot field de la collection des pivot fields de notre TCD dintab, de la feuille tabdin. Alors rappelez-vous que notre variable dintab était indicée et que maintenant notre TCD s'appelle TCD2. Donc if pf.orientation égale xlRowField, then, alors on pourrait également écrire if pf.orientation égale 1. Donc then, bien pf.subtotal, array, et puis on a toute une série de false à mettre en place, et puis notre endif et le nextPF. Donc dans cette étape, eh bien, vous pouvez conserver, si vous voulez supprimer les sous-totaux, vous pouvez conserver cette étape sans rien changer. Étape 12. Alors la fonction x1c pivot slicer connect va effectuer une boucle imbriquée sur tous les TCD de la feuille tabdin pour les connecter à tous les segments ou slicers de la feuille tabdin. Il faudra bien sûr que tous les TCD soient issus de la même table de données, ce qui sera forcément le cas avec cette procédure que nous sommes en train d'étudier. Étape 13, alors comme dans la formation précédente, eh bien on pourra faire le top n ou bottom n d'un pivot field, avec la fonction x1c top n pour un tri sur les valeurs les plus élevées, ou x1c bottom n pour les valeurs les plus faibles, dont les arguments sont l'argument 1, WST, bien c'est l'objet feuille qui contiendra notre TCD, l'argument 2, la variable contenant le nom du TCD, l'argument 3, le pivot field en orientation data field, l'argument 4, le caption du pivot field en orientation data field, et puis l'argument 5, eh bien, le nombre de valeurs à trier. Donc toujours dans l'étape 13, la fonction x1c sort pivot field permet de faire un tri croissant ou décroissant sur les valeurs d'un pivot field. Alors, les arguments sont les suivants. Le premier argument WST, c'est l'objet feuille qui contient notre TCD. L'argument 2, la variable contenant le nom du TCD. L'argument 3, bien, le pivot field en orientation data field. L'argument 4, le caption du pivot field en orientation data field. Et puis l'argument 5, true, c'est un tri croissant, et false, ce sera un tri décroissant. Enfin, toujours dans cette étape 13, on ajoutera un titre à notre TCD en cellule L3. Et puis, bien, à l'étape 14, on libérera la mémoire de toutes les variables objets que nous avons utilisées dans notre procédure. Bien, nous allons nous arrêter ici pour ce troisième épisode. Nous avons défini nos variables locales de procédure, nous avons fait un petit rappel théorique sur comment s'articule un TCD et nous avons codé les différentes étapes pour ajouter un TCD à un reporting en liant ce nouveau TCD au segment ou slicer existant. Alors dans le prochain épisode, nous allons aborder la procédure principale qui permettra d'enchaîner nos différentes procédures, puis nous étudierons comment coder des graphiques liés à nos TCD et connectés au même slicer. Alors la chaîne Excel One Click a pour objectif de faire partager une expérience. Elle vous permet d'acquérir des outils au travers des modules de fonction x1c. Si vous souhaitez davantage de contenu, sachez que vous avez la possibilité de soutenir la chaîne avec un don, le lien Tipeee se trouvant dans la description. Je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activer la cloche vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, eh bien laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. Si vous êtes prêt à apprendre comment programmer des graphiques dynamiques en lien avec des TCD, eh bien je vous donne rendez-vous au prochain épisode. En attendant, bien portez-vous bien, et puis si vous êtes toujours Visual Basic, eh bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.